c'est plus pratique. Donc je vais passer la parole à Isabelle, qui va nous parler de l'épigénétique. Bonjour à tous, bien. Ça marche, oui? Il faut parler dans les micros. Ok, bah oui, je vais vous parler un petit peu d'épigénétique et kinésiologie et surtout aussi de ce que ça m'a apporté moi dans ma pratique. Et comme il y a certaines personnes qui l'ont fait aussi, s'ils veulent bien aussi partager et témoigner de ce que le module épigénétique et ce que l'épigénétique leur a apporté dans leurs séances et dans l'accompagnement des personnes, eh ben vous êtes les bienvenus. Voilà. L'histoire de l'épigénétique a commencé même avant Jésus-Christ. Déjà, Aristote et Hippocrate s'intéressaient un petit peu à l'impact de notre environnement, on va dire, comment sur notre développement et dans quelle mesure on est plutôt programmé, soi-disant par nos gènes, ou est-ce que notre environnement nous impacte et nous façonne. C'est toute la grande question à l'heure d'aujourd'hui. Et vous voyez que dans l'évolution, on a quand même des petites questions à se poser parce que ça peut devenir grave. Hein? Voilà. Parce qu'effectivement, alors voilà, de l'épigénèse à l'épigénétique, je vous disais, bien avant Jésus-Christ, donc Aristote et Hippocrate commençaient déjà à s'interroger. Ils croyaient, notamment Aristote, qu'on pouvait être des petits bouts en fait d'êtres humains et que on se constituait, on s'assemblait à l'intérieur du ventre de la maman. Avant d'arriver à concevoir qu'en fait l'être humain naissait d'un embryon, d'un œuf, d'accord, d'une cellule qui va se multiplier, il a fallu attendre environ, comment c'est August Weismann qui a été le premier à se rendre compte qu'en fait effectivement le codage, enfin le vivant de l'être humain était à l'intérieur du noyau des cellules et c'était à partir de cette cellule où comment l'homme commençait à se développer. À partir de 1980, c'est le début de la révolution du séquençage des gènes. Il y a eu beaucoup d'argent qui a été dépensé pour découvrir le programme de l'homme, le programme du génome humain. Et en fait, cette étude a duré sur de nombreuses années, a coûté très cher, et a été plutôt décevante quelque part. Alors oui, on a constaté que nous avions 22 000 gènes. Alors ouais, on pensait qu'on en aurait beaucoup plus. Et en fait, sur ces 22 000 gènes, un grain de riz ou un grain de raisin en a beaucoup plus. Donc on n'est pas obligé de trop... voilà, notre génome n'est constitué que de 22 000 gènes, 46 paires de chromosomes et 2 mètres d'ADN par cellule humaine. L'ADN, vous savez tous ce que c'est, ce sont des protéines enroulées, je vous le montrerai ensuite, et qui va en fait, on a découvert que cet ADN que l'on croyait fixe pendant très longtemps, notre programme est déterminé, eh bien on se rend compte qu'en fait il se modifie, il peut se modifier via méthylation, acétylation ou phosphorylation, mais de manière non définitive, non irrémédiable, et que cette modification va dépendre de l'environnement. Par exemple, les premières études ont été faites sur les tortues, comment les petits bébés tortues, le sexe de la tortue n'est pas déterminé, il va être déterminé par la chaleur de là où l'œuf est pondu. Pareil pour les abeilles, une reine, devient reine parce que l'alvéole est en forme d'hexagone. Et donc c'est la forme hexagonale de l'alvéole qui va déterminer que l'abeille est une reine. En fait, ce n'est pas une raison pour faire toutes vos maisons de façon hexagonale. Hein. Il n'y en a qu'une en même temps. Pareil pour les agoutis, enfin voilà. On a l'odeur, les vers, c'est l'odeur. Donc on a vu que dans les espèces, au niveau du règne animal, et même au niveau quelque part des plantes, en fonction du sol, en fonction du climat, etc., on a noté que les plantes avaient une forme d'adaptabilité. On le sait tous, on le voit bien. Et c'était le début un petit peu de l'interrogation et de ce qu'on appelle l'épigénétique, qui est donc l'ensemble des modifications de l'expression des gènes transmissibles d'une génération à l'autre et réversibles. C'est ça qui est important. Et ce qui est très important aussi, c'est qu'en fait, cette modification de l'expression de nos gènes va se transmettre de génération en génération. Et la marque physique, oui, je vais dire ça comme ça, la marque physique va être beaucoup plus lisible au niveau du génome chez la personne, chez la 3e ou 4e génération.
Il y a eu des études, les Suisses sont très en avance là-dessus, notamment un monsieur qui avait tous les signes de la dénutrition alors qu'il mangeait bien, etc. Et en fait, en allant travailler, y compris sur l'ADN de sa grand-mère, qui avait subi de la famine dans les Pays-Bas, ils ont découvert qu'en fait, il portait la marque de la dénutrition alors que lui-même n'avait pas connu de famine. Sa grand-mère avait connu la famine pendant la guerre au niveau des Pays-Bas. Et il y a plein d'exemples comme ça. C'est une science, on va dire, qui est assez récente, qui a moins de 10 ans et qui est en pleine expansion actuellement. Voilà. Alors, nous, en règle générale, au niveau de ce qui est l'environnement, ça va être des phénomènes de méthylation, ça va être des éléments chimiques qui vont venir suite à ce que l'on mange, ce que l'on respire ou ce que l'on vit émotionnellement, modifier l'expression d'un certain gène. Je vous ai mis aussi l'épimémétique, c'est une branche de l'épigénétique qui démarre et qui étudie en fait les modes de croissance et les habitudes comportementales. Vous avez tous entendu parler de l'inconscient collectif avec Jung, etc. Et effectivement, Joël de René et certains autres, Philippe Guyon, etc., travaillent sur ce qu'on pourrait appeler un mème, c'est-à-dire les objets mentaux qui viennent façonner quelque part nos comportements, nos croyances, etc., et qui peuvent donc avoir un impact sur l'expression de nos gènes. Ça s'appelle l'épimimétisme. Voilà comment, donc, vous avez un chromosome, vous avez donc comment l'ADN qui va s'enrouler comme ça, ces chaînes de protéines qui vont s'enrouler, et lorsque c'est très 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 serré, les histones sont très serrés, l'expression du gène ne va pas être possible. Il va falloir qu'il y ait des facteurs, donc des méthylations, pour que le gène puisse s'exprimer. Et quand c'est trop serré, c'est l'acétylisation, il va y avoir des éléments chimiques qui vont permettre à la structure de notre ADN, au fait qu'il soit très très serré, de pouvoir s'exprimer. Et pourquoi épigénétique c'est très important? Pourquoi? Parce que l'environnement, nous sommes façonnés par notre environnement. Nous sommes des espèces, que ce soit dans le règne minéral, animal ou végétal, nous sommes en interaction permanente avec notre environnement. On est en interaction soit par parasitisme, c'est pas terrible, on est d'accord, soit par symbiose, soit par commensalisme. Le commensalisme, c'est quand une espèce profite d'une autre espèce ou d'une autre espèce, mais sans le parasiter pour autant, sans que ce soit négatif pour la personne. Ça rappelle des choses parfois dans nos relations. Je dis ça comme ça, d'accord. Et je vous ai dit que c'était assez décevant au niveau du décryptage du génome parce que en fait, on a plus de bactéries en nous que de cellules humaines. Et si on voulait vraiment décrypter le génome, il faudrait aussi en fait décrypter les gènes des bactéries qui nous colonisent, des virus, des levures, etc. Donc c'est un très vaste domaine. Et nous, en kinésiologie, bien sûr, on ne va pas là. On va simplement permettre aller chercher les informations et permettre une certaine homéostasie ou une certaine pacification des expressions qui nous gênent, dont on porte la marque et que l'on n'arrive pas et avec lesquelles on n'arrive pas à avancer, en tout cas à trouver un bon équilibre. Donc voilà, vous avez l'environnement, ok, et on a l'intérieur même de la cellule humaine, du fonctionnement humain. D'accord? En PPA, on les voit déjà, ça, hein, les grands systèmes parasympathiques, orthosympathiques. Donc ça vous donne une teinte, une profondeur, une espèce de globalité. Et en épigénétique, on va y aller avec les protocoles de manière encore plus précise. On va aller voir aussi tous les niveaux de nutrition, le sang, la chimie du sang, les candidats albicans, les hormones, les protéines, tout ce qui fait qu'en fait, tout ce qui nous constitue. Et bien sûr, l'impact au niveau de nos émotions, de nos comportements, de notre identité. Et on va également aborder les problématiques liées à l'environnement actuellement, notamment la lumière bleue, les métaux lourds, les pesticides et les ondes magnétiques. Donc quand je vous disais qu'on était quand même en train de muter, on est en train de revenir un petit peu au début,
à force d'être sur nos tablettes et nos portables. On revient en position courbée alors qu'on devrait travailler notre verticalité quand même. Voilà, donc on aborde un petit peu, on sait tous que les écrans, la lumière bleue, y compris les LED de couleur blanc froid, sont très mauvais, enfin déséquilibrent la glande pinéale. Donc on travaille là-dessus, on a des petits protos. On a aussi créé un petit groupe qui démarre à peine, on vient de le constituer, de recherche pour éventuellement pouvoir récolter un petit peu ce que vous rencontrez vous en séance par rapport à telle ou telle problématique, puisque chaque problématique n'a pas forcément un protocole de kinésiologie affecté. Et c'est un petit peu justement par faisceau et par recoupement, essayer de trouver des équilibrations que l'on pourrait, voilà, qui pourraient revenir. Moi par exemple, au niveau de glande pinéale et compensation, c'est-à-dire donc de cette fixation, vous le voyez déjà, on le voit en ICM, il y a souvent une implication du vaisseau gouverneur. Donc tous ceux qui étaient en épi avec moi, si vous trouvez des implications, faites-le moi revenir parce que moi je les note. Et c'est vrai que j'ai remarqué que souvent le méridien gouverneur était déséquilibré, en tout cas était affecté par ces problématiques d'exposition à la lumière bleue ou d'hyperfocalisation sur les écrans. D'accord ? Pas d'écran avant 4 ans, globalement. Hein. Je ne fais pas du terrorisme, hein, mais c'est vraiment... Ok, pareil au niveau des métaux et de la pollution. Donc on est évidemment, vous avez tous le tableau des éléments en tête, on est constitué de métaux, on en a besoin, mais on peut retrouver dans l'air ou dans l'alimentation des métaux comme le cadmium, l'arsenic, l'argent, etc., qui peuvent être toxiques s'ils ne sont pas dans la bonne quantité. Voilà, ça c'est le résultat d'une petite étude qui a été faite où on a été prélevé sur l'alimentation, la quantité de métaux. On a trouvé dans les boissons gazeuses, c'est là, au niveau de l'argent, du mercure et du plomb, c'est là où il y a le plus de concentration. Et vous avez aussi du cadmium dans les produits céréaliers. Donc quand vous voyez ça, on se dit on n'a plus d'autre choix que de consommer du bio. Ce qui est quand même scandaleux, puisque avant on mangeait que du bio. Ça n'existait pas le non-bio. Voilà. La pollution de l'air aussi, ce qui est assez dramatique parce que, en fait, par notre respiration, les métaux que l'on inhale vont dans notre circulation sanguine et peuvent aller effectivement modifier, en tout cas perturber nos comportements, notre fonctionnement. Et il a été prouvé que, effectivement, les perturbateurs, les retardateurs de flamme, les pesticides avaient un impact direct sur le développement humain. Hein, les bébés sans bras. En Californie, vous avez maintenant... avant, il y avait une moyenne sur 1000 enfants. Non, il n'y avait que 200 enfants qui avaient le trouble autistique. Et maintenant, il y en a 60. En rapport, si vous voulez. On se rend compte aussi que le QI baisse. Je vous conseille de regarder le film Demain tous crétins. C'est très intéressant. Donc on remarque qu'on est en train un petit peu de muter et que notre environnement dans nos villes sont en train de nous affecter et on verra bien ce qu'on va devenir. Moi je fais confiance, on a la kinésio pour ça. Je vous montre aussi au niveau du syndrome de sensibilité aux ondes magnétiques, d'ultrasensibilité aux ondes magnétiques qui se développe. C'est pas tout à fait reconnu, mais c'est en voie de l'être quand même, comme une maladie réellement, une vraie maladie. Je vous donne ici un exemple de l'absorption des ondes sur un enfant. Alors c'est vrai que quand on est adulte, ça va un petit peu mieux, mais l'enfant, regardez, le bébé et même l'enfant de 10 ans, il a une pénétration, il a une absorption des ondes, là c'est son téléphone, hein, qui est quand même phénoménale. Et ce n'est pas sans incident, bien évidemment, sur la polarité de notre corps, enfin sur toutes les la dimension électrique et notre bon fonctionnement. Voilà les sources de haute fréquence. Et donc de plus en plus, même en kinésiologie, on s'intéresse à l'épigénétique. Il y a de plus en plus de développement de médecine dite environnementale pour essayer de travailler là-dessus, parce que c'est un vrai enjeu. On parle du climat, mais il n'y a pas que le climat. Et j'en ai profité pour
vous parlez aussi, on apprend par mimétisme, nos enfants apprennent par mimétisme, et je reviens sur ces fameux objets mentaux. C'est vrai que par exemple, quand on vous dit qu'il faut ne pas manger trop de sucre, puisque le sucre est le vrai ennemi en fait, et qu'à la télévision, les enfants, ils regardent beaucoup, ils passent beaucoup de temps à la télé, ils voient une publicité avec des céréales pleines de sucre, du Nesquik, etc. Je veux dire, on a un langage contradictoire, et donc, quelque part, on devrait, par notre environnement, donner l'exemple, et nous alimenter, y compris mentalement, par plus de bon sens, on va dire. J'aime beaucoup le bon sens, moi. Voilà. Donc on est l'image à... Voilà. Donc nous sommes tous connectés les uns aux autres, à notre environnement, à notre histoire, nos gènes l'expriment. En kinésio, on va aller du touch au POC, dans l'intégration corps-mental. On va, que vous alliez dans tous les modules que vous avez déjà pu faire, l'épigénétique va aller préciser les choses au cœur du vivant. Voilà, et si certains l'ont utilisé et peuvent nous en dire plus, et comment partager leurs expériences, ben vous êtes les bienvenus. Voilà, merci de votre écoute. Est-ce qu'il y a des questions? Voilà. S'il y a des questions, on peut faire un échange. Voilà. Il y a des questions ou pas? Non. Par exemple, sur les ondes, parce qu'on ne peut pas faire grand-chose sur les ondes, ça traverse tout. Moi, j'ai pu faire 2 fois. Je ne sais pas si j'ai pas été mesurée, puisque nous ne sommes pas nous ne sommes pas des scientifiques, on ne mesure pas. Vous connaissez tous le petit protocole énergie transverse, d'accord? Ouais, mais là, ça va devenir compliqué là. Ou en PKP, tout ce qui est drainage d'énergie, etc. Eh bien, vous pouvez inclure ça. Moi, je l'ai inclus. J'espère que ça aura aidé la personne. Vous voyez, c'est un petit peu ces recoupements, en fait, pour tout lier. Est-ce que d'autres personnes ont des choses à témoigner? Par rapport aux ondes, pareil, je suis tombée plusieurs fois dessus et c'est toujours PKP2 qui sort pour moi et énergie transverse. Ouais. Et il y a plutôt des très très bons résultats. Les personnes sont beaucoup mieux et ont beaucoup moins de symptômes liés aux ondes électromagnétiques. Vraiment, ça leur change la vie quand même. Voilà. Voilà comment faire les liens. Merci Marie de ton témoignage. D'autres personnes? Non? Bah écoutez, merci. Et puis pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, bah, je vous attends avec plaisir. Ah oui. Ah, c'est vrai que c'est un essor phénoménal, l'épigénétique. Ah oui. Isabelle, épigénétique, c'est 3 modules, c'est ça? Oui. Et est-ce qu'on peut commencer à travailler avec quand on fait 1 avant d'avoir les autres? Il faut d'abord faire le 1 parce que quand même on explique la structure si tu veux, etc. Et après tu peux éventuellement faire le 3 et le 2, bon, je sais pas... Dans l'ordre, oui, j'aurais fait 1, 2, 3, mais je veux dire, est-ce que quand déjà tu en as fait 1, tu peux t'en servir de cet outil ou faut bien sûr. finir le... En fait, dans chaque module, si tu veux, on va aborder certaines choses différentes. On ne peut pas faire 12 jours de suite parce que c'est quand même ardu, hein, là on vient de terminer. Voilà, Isabelle, tu peux témoigner? Ne les dégoûte pas non plus. Hein. Dis pas que c'est dur. Hein. Dis pas que je fais des bleus. Non, je dis pas. Oui, bonjour. Oui, non, c'est... on peut dès le départ... Dis ton prénom. Isabelle. Voilà. On peut dès le départ utiliser, moi je sais que dès le premier module, dès que je suis retournée au cabinet, le lendemain ça tombait. Là je viens de finir le numéro 2, c'est tombé aussitôt aussi. Donc c'est plutôt normal, mais même sans vraiment avoir creusé, parce que ça demande quand même de le bosser ce module, parce que c'est effectivement dans la cellule, il faut connaître un peu la biologie, l'anatomie, tout ça. Donc c'est vraiment un peu à part du... Mais
Isabelle, elle explique super bien. Bah si, parce que des fois on a du mal, donc elle réexplique, et puis on finit par comprendre. Et c'est vrai que moi je m'aperçois, déjà ça y est, ça tombe régulièrement. Et effectivement au niveau de la syntho, ça donne une autre approche de la personne. Et une autre approche de la situation, du pourquoi elle vient. Ça donne vraiment ça donne une précision. Alors, si vous avez déjà... Moi PPA, enfin tout, je mets tout, bien évidemment, mais c'est vrai que la dimension de pratique professionnelle avancée, vous voyez cette dimension qu'il y a dans PPA pour ceux qui l'ont fait, et plus, après l'épigénétique qui va dans la précision, etc., ou dans la biochimie, la biophysiologie de la personne, c'est assez incroyable en fait. Et il y a là c'était en épi 3, en épi 2 il y a des personnes qui sont venues, qui sont passées à l'école, des stagiaires qui avaient fait des séances d'épigénétique et notamment allergie, plus d'allergie, allergie gluten, lactose. Alors je suis pas en train de vous dire ouais c'est miraculeux, c'est parce qu'elle était prête et que tout le travail qu'elle a fait avant a fonctionné cette fois-là, bien évidemment, hein, ne le prenez pas du tout, mais disons que ça a donné vraiment le coup de pouce. On a effectivement travaillé sur l'augmentation de sa tolérance, et elle m'a dit, et je lui ai dit, bah, viens dire à Isa, parce qu'on est en train de bosser sur l'allergie et les tolérances, elle m'a dit, hier j'ai mangé un sandwich avec du pain et du camembert. Et tout s'est bien passé. Et elle n'a pas, voilà, ça a été beaucoup mieux, pareil. Enfin voilà, il y a des choses qui sont, c'est vrai, incroyables. On est toujours content parce que c'est rare qu'on ait des bons retours, vous êtes tous d'accord. En général, on sait quand ça va pas, mais quand ça va bien, ils nous rappellent pas pour nous dire que ça va super. Hein. Donc voilà, non, c'est un très 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 beau module, et surtout qui est encore en train de s'enrichir et qui va s'enrichir grâce à vous tous et grâce à ce petit groupe de recherche que l'on va essayer de faire vivre. Voilà, merci. Alors merci Isabelle. Donc on a 15 minutes de battement là si vous voulez vous hydrater, boire un thé, un café, aller aux toilettes. Et à 10h30, eh bien, le docteur Jousselin nous parlera, nous fera